Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques jours, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont décidé de sanctionner le Mali en imposant un embargo commercial et en fermant les frontières. Bien qu'il y ait aujourd'hui une levée progressive de ces sanctions, il est à noter que la CEDEAO et le gouvernement de transition à Bamako n'arrivent pas à accorder leur violon sur un agenda d'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, mieux à la légalité républicaine. L'embargo a été décidé, il faut le rappeler, suite à une proposition des militaires de rester au pouvoir jusqu'à 5 ans avant d'organiser des consultations électorales, alors que la communauté internationale était sur l'agenda de février 2023. Le gouvernement de transition au Mali a qualifié ces sanctions de la CEDEAO d'extrêmes, d'inhumaine et d'illégal et même illégitime, appelant donc à des manifestations. Dans la capitale, Bamako, et dans plusieurs autres villes du pays, des millions de personnes portant des couleurs nationales sont descendues dans la rue. Le Premier ministre par intérim, Choguel Maïga, s'est adressé à la foule dans un discours aux allures patriotiques et même panafricanistes. Citons: toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Fin de citation. Comment comprendre cette déclaration du Premier ministre par intérim? Choguel Maïga fait-il du populisme? Est-il en train de surfer sur le sentiment anti-français pour trouver une bouée de sauvetage face à l'exaspération de la communauté internationale? Quelles sont les portes de sortie de crise qui s'offrent au gouvernement de transition en l'état actuel des choses? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de 237 de débat. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Pour décrypter cette problématique sur le plateau de 237 le débat, je reçois le docteur Khalil Dassa. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir également à tous les copanélistes. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant de droit au département de droit privé fondamental. C'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Sur ce plateau également 237 débats. Ce soir, Grégoire Kamkumo-Timchou, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. Je vous remercie une fois de plus. Bonsoir également à mes copanélistes et surtout bonsoir à vos millions de téléspectateurs et à l'équipe technique qui nous permet de nous faire entendre au-delà et de nous faire voir aussi au-delà de ce studio. Merci Grégoire Campion, vous êtes enseignant à la retraite et vous êtes très intéressé par les questions des relations internationales. Serge-Henri Kelbé, bonsoir. Bonsoir Duval, c'est toujours un plaisir d'être là. Et je dois indiquer que vous êtes ingénieur de formation, mais j'aime bien vous convier sur ce plateau comme russophile. Vous assumez la casquette? Oui, bien évidemment. Je pense que si je suis nanti de 3 diplômes d'ingénieur aujourd'hui, mon premier diplôme d'ingénieur, je l'ai obtenu en Russie et je parle parfaitement le russe. Yagavaru Tinala Paruski. Traduction? Privet. Je parle encore très bien le russe et bonsoir. Merci Serge-Henri Calbé d'être venu sur ce plateau. Vous nous direz pourquoi est-ce que les Russes créent le désordre au Mali, hein? Non, c'est une façon de vous taquiner puisqu'ils ont que depuis que le groupe Wagner est là que la situation s'est embrasée. On en parlera tout à l'heure. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis le docteur Philémon Moubeke. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes juriste de formation, oui, et vous êtes panafricaniste. J'aime bien vous présenter ici. Merci infiniment. Mais je ne vais pas manquer d'indiquer que vous êtes aussi et surtout chercheur à la Fondation Afrique Avenir. Donc, mais vous êtes convié sur ce plateau comme juriste et surtout comme panafricaniste. C'est donc cette âme panafricaniste qui parlera en vous ce soir dans le cadre de cette émission de 237, le débat. Je voudrais commencer avec vous, docteur Philémon Moubeke. Lorsque vous écoutez le Premier ministre, alors je ne sais pas si vous me permettez de faire une sorte d'incursion dans l'actualité pour solliciter votre avis sur un sujet qui a retenu l'attention de la communauté internationale ces jours-ci. C'est ce qui s'est passé en RCA à Bangui, au moment où le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, revenait de ce sommet Union européenne, Union
Union africaine, Union européenne. Pendant qu'il retournait donc, il y a eu un incident qui s'est produit à l'aéroport de Bangui. Oui. On a interpellé un groupe de personnes, des Occidentaux, et on a accusé ces Occidentaux-là, on les a soupçonnés, on a indiqué qu'ils se préparaient peut-être à un coup de force. En tout cas, personne n'a compris pourquoi ils se retrouvaient là à cet instant-là. On a parlé d'une tentative d'assassinat du président Touadéra. Dans des informations qui sont arrivées par la suite, on s'est rendu compte que c'était un groupe de Français, de Bulgares, qui visiblement faisait partie de la MINUSCA. Et selon d'autres précisions qui ont été données par la suite, ils faisaient partie de la garde rapprochée du patron de la MINUSCA, sauf qu'on les a trouvés sur le tarmac, pratiquement sur le tarmac de l'aéroport international de Bangui, au moment où le chef d'État arrivait. Cela a créé une sorte de confusion et ça a fait les choux gras de la presse internationale. Quelle est votre lecture de ces faits-là? Avant de donner la lecture que je ferai de ces faits, je vais d'abord restituer les deux versions des faits. Vous avez d'une part les autorités centrafricaines qui disent qu'ils ont arrêté 4 mercenaires français de la Légion étrangère. Vous savez que dans l'armée française, il y a un corps de mercenaires qu'on appelle la Légion étrangère. On prend à gauche, à droite, on constitue un corps expéditionnaire. Et c'est principalement eux qu'on envoie généralement en Afrique. Et ils les ont donc arrêtés. Non seulement ils sont de nationalité française, mais ils ont aussi des papiers sur lesquels, donc du moins c'est faux papiers, où c'est écrit qu'ils sont russes. C'est-à-dire les 4 qu'on a pris dans le véhicule. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'ils n'étaient pas dans un véhicule diplomatique. Ils étaient dans un véhicule, c'est-à-dire banalisé, mais de la même nature que le véhicule qui escorte le président centrafricain. C'était un véhicule blindé avec les vitres teintées. Ça, c'est les faits, tels que relatés par les autorités centrafricaines et la presse centrafricaine. De l'autre côté, vous avez les Français qui disent que non, c'était les soldats français qui escortaient le général en chef, le commandant de la MINUSCA. Ok, là, c'est les deux versions des faits. Mais la première question qui se pose, c'est si c'est des soldats français qui escortaient le général de la MINUSCA qui devait se déplacer, pourquoi avait-il besoin de prendre un véhicule banalisé d'un? De deux, pourquoi avait-il besoin d'avoir des faux papiers où ils indiquaient qu'ils sont russes? De deux. De trois, pourquoi il se trouvait au sein du périmètre de sécurité du président de la République avec un véhicule banalisé de même nature que le véhicule d'escorte? C'est cette fait-là qui jette le discrédit sur la version française et nous amène à croire que nous sommes là dans un processus de retour au mercenariat. Ce n'est pas aujourd'hui que la France commence avec les mercenaires. On a connu le fait Bob Denard. Le phénomène Bob Denard. Bob Denard. Et vous vous rappelez, en 1986, il me semble, c'était au Comores. Bob Denard s'est retrouvé dans le bureau du président comorien avec 2 de ses compagnons de la Légion étrangère, avec le président comorien et son garde du corps. Les 3 Français, les 3 mercenaires sont français et les 2 Comoriens qui étaient là, le président et le garde du corps, sont morts. Et la version de Bob Denard était que le garde du corps a voulu tirer sur Bob Denard, qui était devant le président. Il s'est couché et il a tué le président avant que le compagnon de Bob Denard ne tire sur le garde du corps. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que Bob Denard avait été jugé. Donc c'est pour vous dire que le phénomène des mercenaires n'est pas un phénomène nouveau. Il y a en Centrafrique. Pourtant, on croyait que c'était un phénomène qui avait fait son temps et qui aujourd'hui devait être rangé dans les oubliettes. Si vous pensez ainsi, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que représente l'État français. L'État français, en tant que, du moins alors la France en tant que nation, n'est pas un État post-colonial. C'est ce que vous devez noter. C'est-à-dire, la France ne peut pas vivre en dehors de ses colonies. Donc, ce n'est pas par méchanceté qu'ils le font. C'est qu'ils n'ont pas su structurer leur économie pour les rendre indépendants, un peu comme l'Allemagne. L'Allemagne est une puissance post-coloniale qui peut vivre du commerce international et fabriquer ses produits manufacturés sans attendre, sans exploiter qui que ce soit. Mais la France vit principalement de l'exploitation de l'Afrique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Sarkozy l'a dit, Chirac l'a dit, c'est les présidents français eux-mêmes qui vous disent que sans l'Afrique, la France sera au mieux la 20e puissance du monde. Donc, ils doivent vivre
indépendants des Africains. C'est pour ça qu'ils le font. Ce qui fait rappeler cette formule célèbre du président Bongo, l'Afrique, non, la France est comme un véhicule, non, la France sans l'Afrique est comme un véhicule sans carburant. Sans carburant, exactement. Alors que l'Afrique sans la France serait comme une voiture sans chauffeur. une voiture sans chauffeur. Alors, Serge-Henri Calbet, sur cette question-là, est-ce que vous avez des esquisses de réponse à ces interrogations qui s'imposent par rapport à la situation qui a été vécue à l'aéroport de Bangui ces jours-ci? En fait, j'ai suivi avec un très grand intérêt, n'est-ce pas, le déroulé du docteur Moubeke, qui, n'est-ce pas, semble être assez explicite, et je pense que ce qu'il a dit me semble être assez exact. Je vais seulement ajouter en disant qu'il y a quelque chose qui me semble un peu curieux. Vous êtes de ceux qui estiment qu'on a tenté d'assassiner le président Touadéra? Une enquête est ouverte. Le procureur de Bangui a demandé qu'une enquête soit ouverte. Et je pense que nous saurons, n'est-ce pas, d'ici peu, qu'est-ce qu'il en découle exactement de tout ce flou. Mais il y a une question très interrogatoire, c'est que qu'est-ce que ces militaires faisaient avec... Je ne sais pas si vous avez vu l'arsenal qui est sorti de ce véhicule. Parce que beaucoup ont les images figées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques vidéos. Les vidéos, c'est-à-dire des images mobiles, pas figées, pas les photos, les vidéos. On déchargeait de ce véhicule un armement qui me questionne, et je me pose la question de savoir si c'était le patron de la MINUSCA. Comment se fait-il que dans ce corridor, dans Bangui, on peut l'escorter avec un tel armement? Première des questions. Deuxième des questions, je pense aussi que quelque part au niveau de la sécurité d'État, pour que ces gars-là se retrouvent à ce niveau-là, il y a eu une faille au niveau de la sécurité du président Archange Touadéra. Il y a eu une faille parce que de la garde du président, s'il y a des Occidentaux, ce sont des Russes. Et ils parlent le russe, probablement un peu le français. Alors, ceux-là devaient être identifiés pour se retrouver à ce niveau du cordon. Mais ils avaient des pièces, comme a dit le docteur Moubeke, ils avaient des pièces qui indiquaient qu'ils avaient... Si, le russe a un accent. Si vous êtes africain et que vous êtes devant un portique, un militaire russe arrive et qu'il essaye de parler le français, vous saurez que ça, c'est un russe qui est en train de parler le français. Enfin, pour mon oreille, pour nous qui avons vécu là-bas. Et si j'ai un gars, un militaire du sud de la France, du nord de la France, de l'Alsace ou de Paris, j'ai quand même eu la chance de côtoyer ce milieu pendant un bon bout de temps où je sais distinguer les accents du midi, de l'ouest de la France, de l'Alsace, de l'Est et peut-être un Parisien. Ils ont des accents différents. Mais tout ça, c'est le français qui parle. Donc, si un militaire français de l'ambassade, du consulat, m'adresse la parole, je saurais que lui, c'est un Français. C'est comme si un Britannique veut parler le français, il y a un fond. Et aux États-Unis, lorsque vous parlez l'américain, tout de suite, celui qui est au bout du fil, le policier qui est au bout du fil, c'est que c'est un noir qui parle avec un accent africain. C'est-à-dire, si un Nigérien appelle aux États-Unis, même après 20 ans, on décèle l'accent. Donc, pour ma part, j'estime que ces messieurs-là, ces militaires-là, auraient pu être décelés plus tôt. Et s'ils sont arrivés jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas marché au niveau de cordon sécurité. Alors, Grégoire Kamkimo, on a quand même entendu sous le fait de cette actualité des responsables à Bangui indiquer que ça n'a pas été un hasard parce que depuis plusieurs jours déjà il filait ce véhicule et ces hommes-là et donc ils estiment qu'ils étaient dans le cadre d'une opération, d'une mission. Ils ont juste eu le temps de les empêcher de faire ou bien d'accomplir la mission pour laquelle ils avaient été mobilisés. En réalité, ce qui vient de se produire à l'aéroport de Bangui est symptomatique de ce que nous allons décortiquer tout à l'heure. C'est l'une des démonstrations du fait que la France souffre d'une pathologie, comme l'avait su si bien dire le professeur
Bon, on va retrouver le nom tout à l'heure. Peut-être si vous nous rappelez la phrase, ça peut nous aider à vous aider. Je ne sais pas pourquoi le nom est parti. Bien. La France souffre d'une pathologie chronique, la pathologie de la colonisation. Et comme vient de dire le docteur Bébé, la France a mal à l'Afrique. La France n'arrive pas à se dépouiller des avantages énormes qu'elle a su engranger, qu'elle engrange en Afrique. Mais selon vous, ce qui s'est passé à Bangui, c'est quoi? C'est une tentative de coup de force, c'est quelque chose de louche, manigancé par la France pour créer un précédent. Non, je dois quand même indiquer que selon d'autres sources, il n'y avait pas que les légionnaires français, il y aurait dans cette équipe également des Bulgares. Oui, il y avait des Bulgares, mais que ce soit les cadres français ou les Bulgares qui s'y trouvaient, ils avaient la casquette d'appartenir à l'armée de l'ONU, à la MINUSCA, en Centrafrique. Et ce qu'ils ont déclaré, ce que RFI et France 24 ont déclaré, c'est qu'ils faisaient partie de la garde de protection du général de la MINUSCA à l'aéroport. Mais on se questionne, comme vient de dire le copanélis. Donc vous ne croyez pas à la coïncidence? Non, c'est quelque chose de savamment préparé. Et moi je ne pense pas que le fait que les Centrafricains, c'est-à-dire que la sécurité centrafricaine ait laissé ses militaires pénétrer dans le tarmac était une faille. Moi je pense que c'était plutôt... Il y a des complicités? Pas de complicité, c'est-à-dire des mesures de prévention ou une trappe Pris dans le sac. La sécurité centrafricaine a laissé ces manœuvres-là se produire et les prendre la main dans le sac. Les mains dans le sac. Et c'est ce qui gêne beaucoup plus la chancellerie française, parce que ils ne peuvent pas, au vu de l'arsenal trouvé sur place, donner quelques explications qui convainquent. Parce que il est anormal que des gardes du corps d'un général puissent l'accompagner en le protégeant à l'aéroport avec un arsenal guerrier aussi effrayant. Donc, c'est un coup que les Français ont préparé, mais un coup qui a foiré. Et ce coup a été préparé avec la complicité de la MINUSCA, comme ils l'ont toujours fait, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ou ailleurs, pour pouvoir déstabiliser un État. Donc la hardiesse du chef de l'État a prouvé qu'un Africain, parti de rien, pouvait lever la tête à l'ancienne puissance colonisatrice en choisissant un partenaire qui pouvait l'aider à atteindre un objectif que la MINUSCA, la France et bien d'autres puissances occidentales en Centrafrique n'ont pas pu le faire depuis plusieurs années. Docteur Khalil Dassa, c'est vrai que le ton est essentiellement affirmatif, mais est-ce qu'on ne devrait pas prendre des précautions, s'exprimer au conditionnel en attendant bien évidemment la conclusion des enquêtes et savoir exactement ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt de jeter l'opprobre sur la France dans ce qui s'est passé à Bangui? Oui, je crois que ce serait un peu très hâtif, n'est-ce pas, de vouloir stigmatiser rapidement en fait, les Français, ou bien tout ce qui s'est passé en Centrafrique. Mais au vu, n'est-ce pas, de la description, n'est-ce pas, des événements, n'est-ce pas, tout porte à croire que la responsabilité, à tout le moins, de la mission, n'est-ce pas, des Nations Unies, puisque c'est tel que ça a été présenté, c'est la mission des Nations Unies qui a été identifiée. La responsabilité de la mission des Nations Unies serait engagée. Et je voulais aller, n'est-ce pas, dans le même sens, au regard, n'est-ce pas, de la description des événements, la présence du personnel qui a été retrouvé. Il y avait 4 Français et 2 Bulgares, donc c'était 6. Mais avec l'étiquette de la mission des Nations Unies. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de la présence d'un arsenal, n'est-ce pas, qui était un arsenal, n'est-ce pas, de guerre. Qu'est-ce qui pouvait justifier la présence, n'est-ce pas, d'un arsenal aussi important à 30 mètres, n'est-ce pas, à proximité, n'est-ce pas, de l'avion, en attendant effectivement et tout en sachant que le président centrafricain, son arrivée était annoncée. Donc il y a des questions qui méritent, n'est-ce pas, d'être posées. Et si on se retrouvait même dans le cadre, n'est-ce pas, du droit pénal, on sortirait même de ce qu'on pourrait appeler les actes préparatoires pour entrer, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle le commencement, n'est-ce pas, d'exécution.
qui est un élément constitutif, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la tentative punissable. Parce que pour que la responsabilité soit engagée, il faudrait, en matière de tentative punissable, c'est-à-dire que vous n'avez commis aucune intention, donc il faudrait que vous ayez essayé, n'est-ce pas, de commettre l'intention, mais que vous ne soyez pas allé au but, n'est-ce pas, de votre opération à cause des circonstances indépendantes de votre volonté. Il s'agit d'un cas typique, n'est-ce pas, de tentative punissable. Il y avait un commencement d'exécution, la présence, entre guillemets, n'est-ce pas, des mercenaires, avec un armement ou bien un arsenal, n'est-ce pas, de guerre, hors, n'est-ce pas, de tout propos, mais ils ne sont pas allés, manifestement, au bout, n'est-ce pas, de leur intention à cause des circonstances. C'est-à-dire que chez les trois caractéristiques de l'infraction, telles que définissent en droit, il y avait déjà au moins l'intention. Il y avait le commencement d'exécution, il y avait l'intention. Donc, il y avait l'intention, il y avait le commencement d'exécution. On n'est pas allé jusqu'au bout, n'est-ce pas, de la consommation à cause des circonstances indépendantes de la volonté. Et dans le cas d'espèce, c'est la présence, le fait qu'ils aient été démasqués qui a dissuadé cette équipe à aller, n'est-ce pas, jusqu'au bout, n'est-ce pas, de son... Alors, on aura certainement l'occasion de revenir sur cette actualité en République centrafricaine avec notamment ces soldats qui, selon d'autres informations, ont essayé d'attenter à la vie du président Touadéra. Pour certains, il y a juste eu un concours de circonstances avec le patron de la MINUSCA qui devait également prendre un avion et qui était donc accompagné par cette équipe-là. Sauf qu'il y a beaucoup de questions, comme celle que vous avez évoquée sur le plateau. Pourquoi ces problèmes d'identité, des noms qui ont été donnés, qui n'étaient pas tout à fait justes, Alors, on reviendra certainement sur cette actualité dans nos prochaines émissions de 137 débats. Pour l'instant, je suggère, messieurs, d'aborder la thématique que nous avons annoncée en sommaire. Il fallait bien évidemment qu'on dise un mot là-dessus. C'est une actualité brûlante quand même dans un pays voisin, un pays frère, la RCA. Alors pour revenir, je redonne la parole au docteur Dassa pour revenir à la situation du Mali. Vous voyez très bien le lien. On parle de la RCA avec des Russes qui ont pris pied sur ce territoire-là et qui tentent, tant bien que mal, dit-on, de stabiliser, d'apporter une sorte de stabilité dans ce pays, la RCA. Par contre, la présence russe au Mali, visiblement, dérange. Depuis quelque temps, il y a une sorte d'escalade qu'on a observée, notamment entre la France et le gouvernement de transition au Mali, ce que certains ont appelé la junte militaire au pouvoir à Bamako. Aujourd'hui, la dernière actualité, il y a deux faits importants peut-être qu'il faudra analyser. La première, c'est que la France a annoncé effectivement, le président Macron l'a annoncé dans le sillage du sommet UA, que la France effectivement avait décidé de faire sortir les troupes du Mali, mais donner un délai de 4, 5, 6 mois. Pourtant, à Bamako, on estime que cela doit le faire sans délai. C'est le premier point d'achoppement. Le deuxième point d'achoppement se situe au niveau, bien évidemment, de ces élections qui doivent être organisées. Le premier agenda s'était fixé février 2023. À Bamako, les gens estiment aujourd'hui qu'il faut prendre son temps. En tout cas, que ce que les Maliens attendent, ce n'est pas une élection qui permettrait de mettre en place un pouvoir, mais une profonde refondation qui devrait remettre le pays sur le droit chemin. Alors, si on prend ces deux questions-là, pour vous, quelle est aujourd'hui la préoccupation fondamentale des Maliens? Voilà, avant de répondre à cette question, il me semble important de planter le décor. Yeah. Le Mali a des relations séculaires avec la France. Ça date de la colonisation. Le Mali a été colonisé le 1er octobre 1960. Et de 1960 jusqu'à ce jour, le Mali a connu à peu près 5 chefs d'État. Le premier président, n'est-ce pas, du Mali s'appelle Modibo Keïta, qui est le père même, en quelque sorte, de la nation. Enfin, il a été considéré comme le père. Il a été éjecté plus tard par Moussa Traoré, à la suite d'un coup d'État, je crois que pendant les années 68. Et le règne qui a duré le plus longtemps est celui de Moussa Traoré. On se souvient de tous les abus, n'est-ce pas, qui ont été commis pendant, n'est-ce pas, ou bien à son époque. Et Moussa Traoré lui-même a été évincé par Amadou Toumani Touré. ATT, Amadou Toumani Touré, qui était présenté à l'époque comme le sauveur. Après une petite transition, après avoir assuré la transition, il a passé le pouvoir à Alpha Oumar Konaré. C'est important, n'est-ce pas, de rappeler l'histoire. Après Alpha Konaré, je crois que c'est le seul président qui a été élu démocratiquement, le seul civil, bien entendu, et pendant son mandat, il n'a pas eu véritablement de problème au Mali. Et son règne a duré pratiquement 10 ans. 10 ans.
Et après, donc, Alpha Omar Konaré, après, Amadou Toumani est revenu au pouvoir après avoir abandonné, n'est-ce pas, sa casquette de militaire. Il revient, n'est-ce pas, comme civil. Mais en fait, c'était un homme en treillis qui a pu se départir, n'est-ce pas, de son treillis pour revenir au pouvoir comme un civil. Et c'est pendant le règne, n'est-ce pas, d'Amadou Toumani Touré qu'on a assisté en quelque sorte à la désintégration même du Mali. Pour des raisons qui sont plus ou moins explicables maintenant. Donc, et pendant le règne, n'est-ce pas, de ATT lui-même, alors que tout le monde était sûr qu'il passerait le pouvoir dans le mois qui suivait, là on est en 2012, là on était en mars 2012, en avril, je crois que c'est en mars 2012, il devait passer le pouvoir, c'est-à-dire de manière démocratique, puisque son mandat devrait s'achever en avril, n'est-ce pas, 2012. Il a été renversé. Il a été renversé par un coup d'État qui a été dirigé par Amadou Yaya Sanogo. Lui également, ayant eu des volontés pouvoiristes, il ne voulait pas partir, il ne voulait pas quitter, n'est-ce pas, du pouvoir. Et après une petite entente, ils ont convenu, n'est-ce pas, de placer à ce moment-là John Kounda Traoré, qui lui-même, on se souvient de ce qui a failli lui arriver alors qu'il assurait la présidence de la transition. Il a été pris à partie par des rebelles, John Kounda Traoré. Et puis avec l'intervention, n'est-ce pas, des forces, n'est-ce pas, sous-régionales, il a pu être maintenu. Je parle de John Kounda Traoré pendant, je crois qu'autour de 5 ou 6 mois. Et il y a des élections qui ont été organisées normalement et qui ont vu, avant l'organisation des élections, je crois que c'est important, n'est-ce pas, de le signaler, il y a eu l'invasion, n'est-ce pas, du Grand Nord par les rebelles djihadistes qui avaient pignon sur eux. Et tout est parti de l'écroulement ou bien de l'effondrement, n'est-ce pas, de la Libye. Parce qu'après, n'est-ce pas, la chute, n'est-ce pas, du colonel Gaddafi, on s'est rendu compte qu'il y a eu des disséminations au niveau de la circulation des armes dans tout le Sahel. Et quand on parle, n'est-ce pas, des pays qui font partie du Sahel, il y a le Burkina Faso, il y a une partie du Cameroun, il y a la Mauritanie, il y a le Niger et le Tchad, qui sont les parties, n'est-ce pas, de la grande entente, n'est-ce pas, du Sahel. Donc il se trouve que les personnes qui n'ont pas pu trouver refuge dans la Libye ont trouvé un terreau fertile, ou bien une terre d'élection au niveau, n'est-ce pas, du nord, n'est-ce pas, du Mali. Et je rappelle encore, et c'est ce qui explique la fragilité même de l'État malien aujourd'hui, c'est le Mali est l'un des États les plus immenses en termes, n'est-ce pas, de superficie. Et je disais encore que le Mali a à peu près 3 fois la superficie du Cameroun, 1240 000 km². C'est la superficie, je crois, 1 240 000 km². Donc il se trouve que au niveau, n'est-ce pas, du Grand Nord, n'est-ce pas, du Mali, il y avait 3 bandes armées djihadistes. Il y avait le mouvement, avant l'arrivée, n'est-ce pas, de ces bandes armées quittant de la Libye, le nord était complètement contrôlé par un mouvement, le mouvement national de libération, n'est-ce pas, de l'Azawad. Et quand ceux-là quittant, n'est-ce pas, de la Libye sont revenus, il y avait donc une bataille au niveau, n'est-ce pas, du contrôle, n'est-ce pas, du territoire. Et dans ce grand nord, il y avait 3 parties qui étaient la cible. Il y avait Kidal, il y avait Gao, il y avait Tombouctou. À Kidal, on se souvient Kidal, qui était la première ville, était contrôlée, n'est-ce pas, par l'AQMI, c'est-à-dire que Al-Qaïda au Maghreb islamique. À Gao était contrôlé par le mouvement Ansradin, et Tombouctou était contrôlé, n'est-ce pas, parce qu'on appelle le Moujaou. Alors, voilà, pour vous aider, juste pour indiquer que effectivement, cette insécurité qui s'est développée notamment dans le nord du Mali à la suite de la chute de Muammar Kadhafi a donc donné lieu à une sorte d'instabilité, et c'est la raison pour laquelle à un moment donné le Mali, je crois en 2009, va solliciter la communauté internationale pour apporter un soutien dans la lutte contre le terrorisme dans le nord Cameroun, dans le nord du Mali, et c'est à ce moment qu'intervient ce qu'on appelle l'opération Serval. Oui, justement, c'est ce qui justifie donc à ce moment-là, parce qu'on a considéré à ce moment que Amadou Toumani Touré, il était incompétent. Oui. On lui a fait le ce qui a justifié en quelque sorte sa déchéance. Sa déchéance qui a été saluée même par la population. Parce que le mouvement avançait. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avançaient, ils voulaient aller, n'est-ce pas, conquérir le sud cette fois-ci. Alors, ça veut donc dire quoi? À ce moment-là, et c'est ce qui est surprenant aujourd'hui, ils ont fait appel à la France, parce que les Français viennent comme des sauveurs. On se souvient de l'arrivée de François Hollande, je crois en 2013. Il a été accueilli comme un sauveur, parce que c'est grâce à la France et une partie, n'est-ce pas, de la coalition, que le Grand Nord, n'est-ce pas, a été récupéré et sécurisé. Donc là, c'est la première étape. Peut-être que le docteur Moueke voulait ajouter avant de vous laisser continuer, docteur Moueke. C'est vrai, le tableau, tel que brossé par mon
mon confrère, est exact, mais d'un point de vue de la d'évolution des pouvoirs, c'est-à-dire la succession des régimes. Oui. Parce que, parlant du Mali, il faut avoir en esprit un fait. Parce que la guerre du terrorisme au Mali, ce n'est pas un hasard. Le nord du Mali, c'est en termes de ressources. Il faut partir des ressources pour comprendre le conflit malien. Les ressources projetées en termes de pétrole, c'est plus de 3 milliards de barils de pétrole. Réserve. Plus de, en réserve, oui. Plus de 200 milliards de mètres cubes de gaz. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, les politiciens français vont se poser la question. Ça, c'est pour ce qui est du pétrole. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a les mines de diamants, une pluralité de matières premières. Comment faire main basse sur ces ressources-là? Si on ne parle pas de là, on ne va pas comprendre la situation malienne. La solution des politiques français est simple. Il faut trouver un État fantoche, c'est-à-dire donner l'autonomie à un mouvement rebelle qui est là depuis, c'est-à-dire les Touaregs, et avec négocier les contrats de pétrole. Parce que si on veut négocier avec le gouvernement de Bamako, il y aura une sorte de surenchère avec la pluralité la compétition internationale, la pluralité des concurrents. Maintenant, ça c'est l'objectif, mais faire main basse sur les ressources. Le moyen maintenant c'est quoi? Le moyen c'est en déstabilisant la Libye, n'est-ce pas? Après avoir réuni, puisqu'on ne peut pas nous dire, il y a un principe dans la logique, c'est le principe de non-contradiction. La France ne peut pas donner les armes aux djihadistes en Libye pour renverser Kadhafi, pour venir les combattre au Mali. Cela n'a pas de sens. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Après la chute de Mohamed Kadhafi, en 2011, oui, la France va dire aux Touaregs, prenez les armes, prenez votre indépendance. Je rappelle qu'avant le début de la guerre au Mali, l'ancien premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé, avait déjà milité, avait déjà proposé l'indépendance, pas l'indépendance, l'autonomie de la région d'Azawad, lors d'une interview donnée à la chaîne française LCI. Le ministre actuel même des Affaires étrangères en avait parlé, que ce soit dans l'interview qu'il a accordée à RFI ou alors à France 24, de l'autonomisation de l'Azawad. Mais la question se pose donc, la France représente quoi au Mali pour demander l'autonomie des Touaregs? Maintenant, que les Touaregs ont donc pris une sorte d'autonomie, comme ils sont minoritaires dans le nord du Mali, il faut donc créer des conditions d'insécurité pour qu'il y ait une sorte de nettoyage ethnique. Parce que dans le nord du Mali, vous allez trouver les Touaregs qui sont minoritaires, vous allez trouver les Peuls, vous allez trouver les Dogons, vous allez trouver les Bambara. Est-ce que vous comprenez un peu? D'où l'insécurité que vous voyez là, où on arrive, on brûle les villages, c'est pour faire fuir les populations et dépeupler l'Azawad pour que, si les Touaregs accèdent à l'autonomie, qui conserve le pouvoir. Parce que si on s'en tient au principe démocratique, même si l'Azawad devient autonome, les Touaregs n'auront pas le pouvoir parce qu'ils sont minorités. C'est ça le nœud de la crise au Mali. Alors ça veut donc dire... Maintenant, quand la France dit qu'elle vient combattre, vous allez comprendre pourquoi la France a fait 9 ans et la situation n'a pas évolué. Puisqu'en réalité, la France est dans le processus normal. Elle n'a même pas intérêt à ce que la situation évolue. Et peut-être Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Puisqu'il faut faire main basse sur les ressources. En faisant main basse sur les ressources, il faut nettoyer les populations négro-africaines qui s'y trouvent pour donner le pouvoir aux Touaregs. Alors, vu sous cet angle-là, ça veut dire qu'il y a un problème. On a organisé la déstabilisation de la Libye. Oui. Ça, c'est en 2011. Oui. Et on voit en 2012 le président Hollande qui annonce que, suite à la demande de Bamako, on déploie l'opération Serval. Ce qui n'est pas vrai, pourquoi? Ce qui n'est pas vrai, pourquoi? Parce que la lettre du président John Kounda Traoré qui est adressée à la France, vous pouvez le retrouver, je ne sais pas s'il est encore, moi je l'ai consulté sur le site du Sénat français, demande l'appui en renseignement, l'appui aérien et en renseignement. Il n'a jamais été question de déployer un seul soldat français au sol. C'est la France qui s'est invitée au Mali. Ça, il faut le dire de manière claire et nette. Il n'y a pas un document malien qui demande à la France de déployer les soldats au sol au Mali. Pour finir, j'espère que ça complète. Oui, non, ça complète juste. C'est-à-dire que pour aller dans le sens et pour conforter ce que le confrère disait, il faut reconnaître que à la suite, n'est-ce pas, de toute le portrait que je venais de faire, la France a choisi un pantin pour mettre au pouvoir qui était Ibrahim Boubacar Keïta.
Et on sait pourquoi on l'a chassé du pouvoir. Il est arrivé, sa seule préoccupation, c'était son enrichissement personnel. Il a patrimonialisé carrément le pouvoir au Mali. Il était à son deuxième mandat. Il ne faut pas savoir que c'était un mandat. Non, parce qu'il a fini un premier mandat. Il était non, mais ça peut se comprendre. Parce qu'effectivement, on voit qu'il est pratiquement à la fin de son mandat. Au lieu de permettre que le mandat arrive à son terme, puisqu'il était à quelques semaines, disons ça comme ça, il a été débarqué. Non, pour le deuxième mandat. Il a fini le premier mandat. Et il a été. Le deuxième mandat, il venait à peine d'être élu. 2 mois. 2 mois. Il était élu pratiquement. Il venait de prêter serment. Et puis, le problème de Ibeka est parti de quoi? C'est la mauvaise gestion des élections législatives. De façon surprenante, alors que personne ne s'y attendait, il a proclamé l'organisation des élections pendant le coronavirus. Donc, et puis même, malgré le fait qu'il ait eu à organiser les élections, croyant qu'il prendrait le dessus à plat de couture sur les opposants, il a fait arrêter pendant cette période son principal challenger, Soumaïla Cissé. Son principal challenger, et il a contraint le Conseil constitutionnel à reprendre les élections dans une circonscription en sa faveur. Alors, pour revenir à ce qu'il disait là, je voulais lever une équivoque par rapport au fait que c'est surtout le prétexte des richesses souterraines. C'est-à-dire la bauxite, du pétrole et autres. Surtout le pétrole et le gaz. Voilà, qui a justifié. Non, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des explications également qui sont techniques, qui sont scientifiquement prouvables. Le Mali n'est pas trop différent de la Centrafrique. C'est-à-dire que quand vous parlez, n'est-ce pas, du Mali, l'emprise même de l'État n'est que sur 2 ou 3 villes. Hein. C'est-à-dire qu'on est à Bamako, on est à Sikasso, pardon, et Mopti. Et ailleurs, c'est-à-dire qu'on parle de 1 240 000 km². Le Mali a en tout et pour tout comme effectif 130 000 militaires, ou bien forces militaires. Comment vous pouvez concevoir sans aucune coopération régionale? C'est pour ces raisons que je ris quand on parle de la possibilité pour les Maliens, n'est-ce pas, de s'en sortir en vivant sous embargo. Parce que pratiquement, c'est carrément leur demander de vouloir réaliser la quadrature du cercle. C'est un point de vue. On reviendra là-dessus. Je l'assume. D'accord, on reviendra là-dessus, puisque justement, c'est ça le cœur du débat. Alors, Grégoire Kamkumo, sur cette question-là, il y a 2 tendances. Une première tendance qui fonde la crise, la situation sociopolitique actuelle du Mali sur le caractère vorace de la France par rapport à ses ressources naturelles, et une autre tendance qui voudrait qu'il y ait une instabilité séculière au Mali, avec notamment ces coups d'État qui se multiplient, etc., etc. De votre point de vue, quel est le véritable problème du Mali et qu'est-ce que les Maliens attendent aujourd'hui? Est-ce que les Maliens ont besoin d'une élection présidentielle qui leur permette de désigner quelqu'un qui soit légitime, entre griffes, ou bien les Maliens ont besoin d'être libres comme ils le font? Ils sont descendus dans la rue, on l'a vu il y a quelques semaines, pour dire nous on soutient le gouvernement de transition, que les Français partent, qu'ils libèrent le plancher. Quelle est la principale préoccupation aujourd'hui? La question malienne aujourd'hui, c'est une question de souveraineté, une question d'affirmation de l'identité malienne, une question d'indépendance et une question de respect à l'égard des puissances occidentales et surtout de la France. Le Mali est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit à l'entame, le nom du professeur qui m'échappait, c'est Charlie Gabriel Mbon. La crise malienne de nos jours est une parfaite illustration de cette pathologie dont souffre la France en matière de ses souvenirs et de sa volonté de colonisation. Il faudrait revenir un tout petit peu sur une petite historique des hommes d'État qui ont succédé au Mali. Le premier, c'était Modibo Keïta. Il avait une vision permettant au Mali de parler d'égal à égal avec son ancienne puissance. C'est l'un des rares chefs d'État, en plus de Sékou Touré, qui osait parler à De Gaulle en le regardant droit dans les yeux. Vu la taille de De Gaulle, c'est le seul qui a eu ce courage, en plus de Sékou Touré. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, au bout de 6 ans, il a été
débarqué avec la complicité des Français. Modibo Keïta a posé les bases d'une indépendance du Mali, de telle manière que son exemple, qui copiait celui de Kwame Nkrumah au Ghana, devait faire un exemple si les Africains acceptaient de le suivre en suivant également Sékou Touré, ce que les Français ne pouvaient pas admettre. Pour revenir à la crise actuelle, c'est une crise préparée. Lorsque la France, avec ce bandit de Sarkozy, a déstabilisé la Libye pour des raisons personnelles, parce que Sarkozy détenait des secrets qui, par la suite, ont fini toujours par être éventrés et qui ont conduit naturellement à la déchéance que connaît actuellement Sarkozy en France. La déstabilisation de la Libye a donné une brèche aux Français de préparer et d'exécuter ce qu'ils avaient. Parce que nous, en Afrique, on ne réfléchit pas, mais eux, ils réfléchissent, des années-lumière, pour ce qu'ils veulent obtenir. Les Français ont toujours lorgné, sachant quel était le degré de la richesse du sous-sol malien. Ils ont toujours lorgné de ce côté, en mettant sur pied des réflexions, des stratégies, pour chercher à monopoliser, à conquérir et à monopoliser cette partie de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, ce que les panélistes n'ont pas dit, le Mali, avant la crise, avait passé la commande d'un certain nombre d'armements. Cet armement était arrivé au port de Dakar, pendant que Toumani Touré était encore aux commandes. Si en ce moment que les premières escarmouches ont commencé, et Amanou ATT a demandé que cet armement lui soit fourni. Et cet armement a été bloqué au port de Dakar, avec l'aval de celui qui était là, celui qui vient d'être Abdoulaye Wade, et des Français naturellement. Lorsque Sanogo prend le pouvoir, cette décision est maintenue. Et Sanogo dit c'est anormal que nous ayons des armes que nous avons commandées légalement et qu'on bloque cela à Dakar alors que nous sommes pris sous le feu, sous les feux des djihadistes. Les djihadistes, comme vient de dire le docteur, une partie, surtout les Touaregs, ont été préparés pour créer la scission au Mali et permettre à la France d'avoir un pied. Et lorsque Sanogo a fait une demande d'aide à la France, comme il a expliqué, ce n'était pas une demande d'invasion comme la France l'a fait avec d'autres armées occidentales. C'était un appui en renseignement. Et en renseignement. Ouais. Donc l'armée malienne n'avait pas cette possibilité-là. Et en même temps, lorsque l'armée malienne a reçu le concours et le secours de l'armée tchadienne, c'est la France qui a empêché que l'armée malienne et tchadienne puissent continuer leur marche vers le nord et prendre Kidal. Pourquoi la France a interdit que l'armée tchadienne et l'armée malienne puissent progresser et naturellement prendre entièrement la possession et le contrôle du territoire malien, sinon que la France avait un agenda caché en ce qui concerne ses plans prévisionnels pour la division du Mali. Donc, compte tenu de cela, il est clair qu'aujourd'hui, le désordre qui est au Mali a été préparé, a été financé, a été encouragé par la France qui, naturellement, avec cette condescendance que les présidents français ont à l'égard des pays africains, Macron s'est comporté comme s'il était de Gaulle, en donnant des injonctions. Le petit Napoléon. En donnant des injonctions aux chefs d'État africains, principalement à la junte, comme si le Mali était une petite Macronie de la France, à l'intérieur de laquelle il pouvait se permettre de donner des ordres et de faire n'importe quoi. Donc, je résume en disant, la France a mal à l'Afrique et la France souffre de cette pathologie que le professeur Charles Galpien-Bob avait si bien décrit en disant que sans que la colonisation, la France ne serait rien, et particulièrement l'Afrique. Alors, venons-en à la thématique exacte, Serge-Henri Kelbert. On a vu qu'il y a eu une forte pression internationale sur le Mali depuis quelque temps, même si
on remarque qu'il y a une levée progressive de ces sanctions. On a vu une sorte de levée de bouclier contre le Mali lorsque le gouvernement de transition a annoncé que 12 mois, 16 mois, ce serait très peu suffisant pour la refondation de ce Mali. Il y a eu donc une sorte de pression sur les Maliens venant de la CEDEAO, venant des puissances occidentales. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'agenda pour l'organisation de cette élection. Est-ce que le Mali est en mesure de faire face à cette pression? Est-ce que le Mali peut tenir face à cette pression occidentale? Est-ce que le Mali est en mesure de dire non, véritablement, en maintenant ce non et en survivant, comme ça a été le cas, comme aiment à le dire certains, en prenant le cas du Cuba ou encore de la Libye? Est-ce que le Mali peut tenir face à la pression internationale? Duval, merci pour la pertinence, n'est-ce pas, de votre question. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mes prédécesseurs sur le plateau et je voudrais préciser ici qu'une grande page de l'histoire africaine est en train de s'écrire au Mali. Une grande page de l'histoire africaine. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, si il n'y avait pas eu ce désaccord militaro-diplomatique entre le Conseil national de transition et le pouvoir en France, le sujet n'aurait pas fait grand bruit. Le problème actuellement est que avec tout l'engouement que les autorités françaises avaient de mettre main basse sur tout ce qui a été énuméré au nord du Mali, les richesses. Ces richesses, que je ne vais pas réénumérer, ils comprennent qu'il faut qu'ils partent. Et ça a été un flop parce que après 10 ans de présence, pratiquement 9 ans, avec Barkhane, Takuba, le G5 Sahel qui a été créé, les Maliens estiment qu'il y a une insatisfaction. Et la junte, si on peut l'appeler ainsi, mais moi je parlerai plus du Conseil national de transition, a estimé que le mal du Mali est assez profond. Et qu'il faut passer une refondation. Au point où l'élection peut attendre. Il y a eu beaucoup de désordres qui ont été créés au nord du Mali. Et c'est pour ça que hier ou avant-hier, lorsque je suivais les différentes interventions européennes qui critiquaient la reconnaissance de Vladimir Poutine du Donbass, j'étais en train de faire un parallèle. Je disais, mais attends, ce que vous reprochez aux autres, c'est ce que vous étiez en train de faire au Mali. C'est-à-dire, on était à 2 doigts de la division du Mali, comme ça a été entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud aujourd'hui. Comme en Yougoslavie. Ou comme en Yougoslavie. Ils étaient prêts à donner l'Azawad, c'est-à-dire à reconnaître cet État-là qui devait contenir ses richesses. Que mes prédécesseurs sur le plateau, docteurs, les docteurs ici présents, ont cité. On a vu une réunion de l'OTAN où effectivement des gens ont pris la parole pour proposer la fédération au Mali. Bien sûr. Oh, il n'appartient pas aux Occidentaux de venir dire aux Maliens quelle est la forme de l'État qu'il leur scie. C'est un problème malien. Et tous ces parasites, entre guillemets, qui sont arrivés de Libye, mais ce sont les Français. Et comme disait tout à l'heure un prédécesseur, pourquoi est-ce que les Français ont mis une ligne rouge à l'armée malienne et tchadienne quand ils avançaient vers le nord? Donc pour ma part, les espèces de sanctions qui ont été prises aujourd'hui en complicité avec certains dirigeants de la CEDEAO qui ne comprennent rien du problème malien sont éphémères parce que leur bouclier s'est troué avec le Burkina Faso, qui est, n'est-ce pas, un autre problème. On en parlera peut-être dans une autre émission. Parce que le Burkina, qui faisait partie, n'est-ce pas, de ces sanctions avec Roch-Marc Kaboré, est parti. C'est aussi les militaires qui sont arrivés au Burkina. Et il y avait la Guinée, qui n'était pas d'accord
pour ces sanctions. Donc, le Mali a des ouvertures sur la mer même. Le Mali a des ouvertures. Maintenant, le nœud du problème qu'on ne veut pas nous présenter, nous dire en face, il faut dire que la présence des Russes par le groupe Wagner vexe beaucoup les Français qui estiment qu'en RCA, les Russes sont présents, au Mali, les Russes sont présents, et donc, vraiment, parce que Jean-Yves Le Drian l'a dit, nous ne pouvons pas continuer à travailler avec un État qui fait appel aux mercenaires. Est-ce que la communauté internationale est en train de faire du deux poids mesure? Excusez-moi, je pose la question. Vous voyez, vous avez un gouvernement de transition au Mali qui dit, nous, on va prendre notre temps. Voilà. 4 ans, 5 ans, 5 ans, au maximum. Cela provoque un tollé général. Et au Tchad, on les laisse tranquilles. Au-delà du Tchad, pour rester sur le cas du Mali, les Maliens disent, nous, on ne veut plus de la France sur nos territoires. Les Français disent, ok, on part, mais ça va nous prendre de 4 à 6 mois. Et personne ne s'en indigne. Pour chuter rapidement Duval ou pour avancer, je voulais tout simplement dire que je pense que le Mali, n'ayant peut-être pas une armée aussi redoutable ou alors autant d'hommes qu'on le pensait, ils connaissent le terrain, ils connaissent leur pays. Et ils se posaient la question de savoir comment, après 9 ans, avec autant de troupes, des troupes onusiennes, le G5 Sahel, Takuba, Barkhane, Serval, il n'y a pas eu, c'est-à-dire la reconquête du Grand Nord malien ne s'est pas faite. Et ils estiment que c'est un problème malien. Les militaires vont pouvoir le résoudre. Mais je voudrais ici, n'est-ce pas, saluer le président du Conseil national de transition, Assimi Goïta, qui a mis en place quand même une assemblée constituante et laquelle assemblée lui a donné certains pouvoirs. Déjà, ils sont passés de 129 membres à 147 et qui lui ont donné le pouvoir dans une fourchette de 6 mois à 5 ans, tout en espérant que le chantier que les autorités maliennes actuellement à Bamako sont en train de mettre en place pourra... C'est un peu comme l'UPC. L'UPC avait dit la réunification d'abord. Avant l'élection. S'il faut même aller aux élections que la CEDEAO pousse avec le sentiment de la France, vous êtes sûr qu'on pourra faire des élections jusqu'au nord, à l'extrême nord du Mali? Donc, pour le Conseil national de transition, il faut d'abord unifier les Maliens, qu'il y ait un consensus, et ils vont même commencer par les élections à la base, c'est-à-dire des élections régionales, municipales, régionales, parlementaires, et puis il y aura une élection présidentielle. Donc, c'est tout un schéma, et ces militaires-là, ce n'est pas des cancres. C'est des gens qui ont un niveau de réflexion, qui ont fait une étude, et qui ont déjà même structuré leur État. Donc, moi, à mon avis, je pense que la junte peut tenir et il leur faut seulement... il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Alors, docteur Mobeke, Oui. sur quoi compte le Mali pour tenir tête à la France, à la communauté internationale? Quels sont les atouts dont dispose le gouvernement de transition aujourd'hui pour tenir face à cette pression internationale? Avant de citer les atouts, je dirais que c'est l'enjeu qui fait même que le gouvernement tienne. Je vous ai dit quel était l'enjeu. L'enjeu, c'est l'intégrité territoriale du Mali. La France a des visées impérialistes. Elle veut amputer le Mali de 70% de son territoire pour donner une autonomie aux Touaregs. Et derrière cette autonomie, prendre possession des matières premières. Et pour cela, il faut dépeupler le territoire des négro-africains qui s'y trouvent, d'où l'incendie des villages et autres. Ça, c'est la stratégie. Maintenant, avant de revenir à votre question, permettez-moi une autre parenthèse. La France ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle est contre la junte. Vous comprenez? Je vous ai dit que le principe de la logique élémentaire, c'est le principe de non-contradiction. Lorsque le président Traoré, le tout premier président du Mali, a donné 48 heures aux troupes françaises de quitter le Mali, il a été destitué par une junte. Modibo Keïta, pardon, a donné 48 heures aux soldats, à la France, de libérer
le Mali de faire partie de ses troupes, il a été destitué et remplacé par une junte avec la bénédiction de qui? De la France. Et qui a pris le pouvoir? Un militaire, Moussa Traoré. Mais comment la France, qui autrefois a balayé d'un revers de la main un président légitime et a mis Moussa Traoré au pouvoir, c'est-à-dire une junte militaire, peut venir avoir la petitesse d'esprit de venir expliquer au monde aujourd'hui qu'elle est contre la junte au pouvoir, elle est pour la démocratie. Parlant de la démocratie, je vais vous dire qu'en réalité en Afrique, la France ne compte pas, ou alors la France ne promeut pas la démocratie. Parce que je peux vous aligner des exemples pour vous montrer que la France ne promeut pas la démocratie. Vous devez comprendre dans les rapports entre l'Afrique et l'Occident, c'est une question d'intérêt. Même s'ils viennent nous embrouiller avec les élections, parce que les élections les permettent de prendre un dirigeant fantoche. D'avoir un interlocuteur crédible. Pas crédible, crédible par les élections, un interlocuteur crédible. Qui vont manipuler à volonté, qui ne comprennent pas. Ça a été le cas avec IBK. Ils ont compris quelque chose. Ils ne peuvent pas manipuler les militaires qui ont pris le pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est depuis 2012, c'est eux qui se battent sur le terrain. Absolument. C'est eux qui se battent, ceux qui ont pris le pouvoir, les colonels, là, c'est eux qui se battent depuis 2012. Ils ont vu leurs camarades mourir sur le terrain. Ils ont compris le problème, ils savent quelle est la solution au problème. Donc ils vont s'en sortir. Ils ne peuvent pas ne pas s'en sortir. S'ils mettent la France dehors, ça veut dire que la France n'est pas la solution. La France, c'est la cause de ces désordres. Et ça, c'est pas moi qui le dis encore. Macron lui-même a dit que le désordre au Mali est dû à la déstabilisation de la Libye. Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est la France qui est à l'origine du désordre au Mali. Et je vous ai dit que ce désordre, c'est les intérêts à la fois géopolitique, mais aussi économique. Parce que le problème de l'Occident, vous devez le comprendre. Même si vous parlez de la politique, il vous parle de la religion, il vous parle même des langues, il vous parle de la démocratie. Le problème, c'est les intérêts. Comment faire pour embrouiller les Africains et mettre la main basse sur les richesses? Si vous avez compris ça, vous avez compris quel est l'enjeu. Et vous allez comprendre que les Maliens vont résister. Et nous ne sommes plus, vous savez, nous ne sommes plus au 19e siècle, où l'Europe était le centre du monde. Où dès que l'Europe toussait, les Africains s'agenouillaient. Si on était encore, disons même aux années 1960, Assimi Goïta serait déjà assassiné. Mais nous ne sommes plus là. Nous sommes en 2022. Et en 2022, l'Europe n'est plus le centre du monde. Il y a eu un basculement de l'épicentre de la puissance. Il y a une pluralité des partenaires. Et dans le monde d'aujourd'hui, il faut que les Africains le sachent, la France ne représente absolument rien. C'est-à-dire, l'Afrique peut se passer de la France, mais la France ne peut pas se passer de l'Afrique. Je peux prendre des exemples pour vous montrer cela de manière concrète. Si on prend en termes de superficie, l'Afrique, c'est 30,5 millions de kilomètres carrés. La France ne fait même pas 800 000 kilomètres carrés. Vous comprenez un peu? En termes de population, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. La France ne fait même pas 65 millions. 80 millions d'habitants. En termes de ressources, il y a les ressources où? En réalité, c'est eux qui ont besoin de nous. C'est pour ça que quand on les chasse, ils ne veulent pas partir. Parlant même du départ des Français, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque De Gaulle demande aux Américains de fermer les bases qui étaient en France, le président américain dit, OK, nous allons fermer nos bases, mais donnez-nous 2 ans. Qu'est-ce que De Gaulle a fait? Il a dit, non, vous n'avez pas 2 ans, vous devez partir. Je vous donne au trop 1 an. Mais en 1 an, les Américains ont débarqué plus de 37 000 soldats. Ils ont fait partie, ils ont fermé plus d'une dizaine de bases. Mais comment la France peut nous expliquer qu'elle ne peut pas faire partir 4 000 soldats dans les délais impartis par le gouvernement malien? C'est-à-dire, ils nous prennent, c'est même la logique élémentaire, et même ils ne respectent pas. C'est de la provocation. Nous, les Africains, on réfléchit déjà dans l'histoire. C'est-à-dire, on rentre dans l'histoire pour mettre le gouvernement français devant ses contradictions. Et comprendre que face à l'enjeu de souveraineté, les peuples sont décidés. Les peuples africains se sont éveillés et veulent prendre possession de leurs richesses pour mieux vivre en réalité. Alors, docteur Ndassa, beaucoup ont fait une sorte de comparaison parlant de la pression internationale sur le Mali, la capacité pour le gouvernement de transition de tenir face à l'embargo et autres types de pression, faisant de temps en temps allusion, par exemple, au Cuba, avec l'embargo dont il a souffert, ou encore à la Libye au lendemain des attentats de Lockerbie. Vous vous souvenez qu'on avait demandé au président Kadhafi d'extrader les auteurs de ces attentats-là. Il s'y était opposé et en raison
donc de cette opposition et de beaucoup d'autres situations. Un embargo avait été décrété sur la Libye et la Libye est restée sous embargo pendant plusieurs décennies. Est-ce que a même été bombardé par Ronald Reagan. Est-ce que le Mali aujourd'hui a les moyens de tenir face à cette pression internationale? Voilà, je commencerai par dire que comparaison n'est pas raison. Vous avez évoqué deux cas. Vous avez évoqué le cas de Cuba, vous avez évoqué le cas, n'est-ce pas, de la Libye. Je crois que c'est deux potentiels, ou bien deux ou trois potentiels, n'est-ce pas, différents. C'est possible, je vais développer, n'est-ce pas, le scénario dans lequel il est possible, n'est-ce pas, pour la Libye, pour le Mali de tenir. D'abord, par rapport à ces deux États, il faut d'abord retenir que la plupart des pays qui ont été colonisés par la France souffrent en quelque sorte d'une espèce d'atavisme, ce que j'appelle très souvent les artefacts, n'est-ce pas, de la colonisation. Il faut voir, les pays qui sont d'obédience francophone ont moins, n'est-ce pas, de capacité, n'est-ce pas, de réaction par rapport aux pays, n'est-ce pas, qui sont anglo-saxons. Parce que les pays qui sont malheureusement colonisés par la France, il est facile, au bout d'un ou de 2 mois, de les asphyxier. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on appuie, n'est-ce pas, sur 1 ou 2 interlocuteurs pour que les Ivoiriens soient carrément essoufflés. Pendant la crise. Avant la crise. Et c'est pour cette raison que la crise c'est 2010. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il a voulu nationaliser la monnaie, il a voulu créer, n'est-ce pas, mais il se faisait tard. C'est pour cette raison que ce qui plaide, ou bien ce qui joue contre le Mali aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure... L'héritage colonial. Oui, il y a l'héritage colonial. Il y a également même la situation géopolitique même du Mali. Géographique, voilà, je voulais le dire. Le Mali, c'est un pays qui est essentiellement enclavé. Il n'est pas véritablement ouvert, n'est-ce pas, sur la mer, comme on le disait. C'est vrai qu'il y a un cours d'eau qui traverse le Mali, le cours de Niger. Mais en termes d'ouverture, n'est-ce pas, sur la mer, c'est compliqué. C'est pour cette raison que la plupart, n'est-ce pas, des cargaisons qui arrivent au Mali sont obligés, n'est-ce pas, de transiter, n'est-ce pas, par d'autres pays. Une parenthèse, je reviens. Une parenthèse, parce que c'est important. S'il vous plaît, je reviens. Les conventions des Nations Unies interdisent les embargos sur les pays qui n'ont pas de rivage. Voilà. C'est-à-dire qui n'ont pas accès à la mer. C'est vrai qu'on a entendu le Premier évoquer justement en faisant allusion au droit de la mer. Voilà, c'est une entrave endogène. Donc, en dehors, n'est-ce pas, de ça, il faut également retenir, on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, des ressources souterraines, dont regorgeait, n'est-ce pas, le Mali, en termes de ressources souterraines. Mais il faut retenir que jusqu'à présent, le Mali ne peut pas tenir relativement aux hydrocarbures, n'est-ce pas, en cas, n'est-ce pas, d'assèchement, n'est-ce pas, sur 2 semaines. Il n'est pas possible. C'est-à-dire que la capacité, n'est-ce pas, du Mali de pouvoir s'en sortir après un blocus ferme ne va pas au-delà, n'est-ce pas, de 2 semaines en termes, n'est-ce pas, d'hydrocarbures. Voilà un autre problème. Vous savez, vous connaissez la puissance ou bien l'importance des hydrocarbures en matière, n'est-ce pas, de financement, bien en matière stratégique ou bien concernant, n'est-ce pas, tout ce qui a trait à la guerre. Le troisième élément qui fait en sorte qu'il serait difficile pour le Mali, n'est-ce pas, de s'en sortir. Le Mali n'est pas comme le Cameroun. Le Mali, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire au Mali. Certes, le Mali, c'est un pays qui est très grand, mais malheureusement, les milliers d'hectares, n'est-ce pas, qui sont au Mali, ne sont malheureusement pas cultivés. La véritable ressource du Mali, en dehors du sel, c'est l'or. On a parlé tout à l'heure de la bauxite, on a parlé tout à l'heure du lithium, de l'uranium. Malheureusement, ce n'est pas encore exploité. On a découvert, n'est-ce pas, des gisements, ou bien des potentiels, n'est-ce pas, gisements en termes, n'est-ce pas, de pétrole, mais qui ne sont pas encore exploités. Donc, c'est autant d'éléments qui font en sorte. Moi, je n'oppose pas le Mali. Le Mali peut très bien s'en sortir, peut très bien s'affranchir de la France. Encore que la France n'est pas tellement un géant sur le plan économique. Mais ce qui complexifie la situation, c'est le blocus au niveau de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, si la CEDEAO comporte, ou bien regorge, ou bien rassemble tous les pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Si tous ces pays-là se liguent contre le Mali, il serait difficile, n'est-ce pas? Ils ont trouvé une passerelle avec la Guinée. C'est pas possible. Non, en fait, ils ont eu à le faire, on a eu à l'expérimenter. C'est ce qui a eu à amener John Kouda Traoré, c'est-à-dire à céder... avant John Kouda, je parle de Amadou Sanogo. Il ne voulait pas céder le pouvoir rapidement aux civils. Et il y a même quelque chose qui se passe pour revenir à... il ne faudrait pas qu'on remette sur les Français l'entièreté, n'est-ce pas, des problèmes des Africains. Parce que j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a également des mauvais Africains. J'ai cité les faits, je n'ai pas remis l'entièreté. Parce que ce serait trop facile de vouloir justifier tous les problèmes qui sont les nôtres en les posant, n'est-ce pas, sur le dos, n'est-ce pas, des Français. Regardez au Mali, après l'éviction la dernière éviction
Ibrahim d'Idy Boubacar Keïta. Keïta. Vous vous rendez compte, il y a eu 2 coups d'État qui ont été conduits tous par Assimi Non, Goïta. pas les mêmes Il y a eu le personnes. coup d'État dans le coup d'État. Parce Tout que à quand il fait. fini ce premier coup d'État, Tout à fait. ils installent au pouvoir Mbaldao qui assure la transition. Et puis il y a eu un autre coup d'État parce qu'on estime qu'il n'était pas l'homme de la situation. Et les principales victimes aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les populations. C'est le bas peuple qui continue à souffrir. Certainement, on veut activer le gel, n'est-ce pas, des avoirs et autres, mais il y a des répercussions, n'est-ce pas, sur le plan, n'est-ce pas, de la vie quotidienne, ou bien sur le plan de relativement au panier de la ménagère. Donc, c'est surtout cet élément-là que je voulais soulever. Alors, Grégoire Kamkumo, est-ce qu'aujourd'hui, la détermination du peuple malien, parce qu'on l'a vu, hein, avec les mouvements qui ont été organisés ça et là, on a vu les millions de Maliens descendre dans la rue pour soutenir le gouvernement de transition qui faisait face à une sorte de pression de la communauté internationale. De quel poids peut peser cet enthousiasme-là, cette détermination du peuple malien dans la capacité justement de Bamako à pouvoir tenir dans cette pression? Est-ce que ça suffit d'être contre la communauté internationale? Est-ce que ça suffit d'être opposé à la division du pays? Est-ce que cela suffit pour pouvoir amorcer une véritable refondation qui permette au peuple malien de rêver? C'est vrai que la situation est difficile, mais je penche pour une situation favorable. La junte va réussir. Parce que la junte a avec elle le peuple. Et ce peuple est le seul qui puisse donner la légitimité. Quoi qu'en disent les Français et surtout ces soi-disant maîtres de la démocratie en France avec ce ministre rigolo des Affaires étrangères, M. Liran, et ce petit président Macron. Qu'est-ce que la légitimité? Sinon l'adhésion de la population, du peuple, pour des actions ou des idées émises par ou enclenchées par un groupe de citoyens. Le cas du Mali nous interpelle. Parler de légitimité parce qu'on aurait pu obtenir l'adhésion d'une partie de la population par des élections douteuses ou frauduleuses, ça ce n'est pas le cas. Ici au Mali, il y a eu une adhésion spontanée de la population qui en avait ras-le-bol. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus en rescousse pour pouvoir sauver le Mali sont venus plutôt enfoncer le Mali. Et ce qui est encore choquant, comme vient de dire docteur, c'est que la France, elle seule ne porte pas le chapeau. Il y a, comme ça a été le cas depuis 600 ans, la responsabilité scandaleuse des Africains. Les Occidentaux n'auraient pas réussi 4 siècles d'esclavage sans la complicité des Africains. Les rabatteurs n'étaient pas des Occidentaux, c'était des Africains. Les Occidentaux n'auraient pas réussi un siècle de colonisation sans la complicité active et profonde des Africains. Les Occidentaux, et particulièrement la France, ne pouvaient pas s'incrustrer dans l'empire colonial français d'Afrique sans la complicité de nos frères africains. Alors à ce Ces moment-là, vous parlez, vous vous adressez dans ce moment-ci aux Africains pour leur dire, messieurs, il est temps de changer de fusil d'épaule et de comprendre que l'heure est aux intérêts des Africains, du continent africain. Et vous parlerez comme le président de transition, Shogol Maïga, qui dit que le destin de l'Afrique est en train de se jouer en ce moment. En Afrique, Le Premier ministre. au Mali. Et pour chuter, je dirais ceci. Le Mali a des possibilités de réussir. Pourquoi? Le monde n'est plus unipolaire, comme ça a été le cas aussitôt après la fin de la guerre froide, avec l'arrogance des États-Unis, qui naturellement a supplanté le monde et imposé ce que nous avons aujourd'hui comme la pire des choses. Alors parlons justement de cette guerre froide-là. Est-ce que vous croyez véritablement
à la capacité de la Russie à apporter un soutien désintéressé au Mali pour régler définitivement cette crise-là. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'en souvient, notamment à la conférence de Yalta, dit-on, le monde avait été divisé. Est-ce que cette division du monde a été modifiée? Est-ce que le partage tel qu'il avait été fait aujourd'hui n'a plus pignon sur rue, n'est plus respecté? Est-ce que la mise en coupe réglée du monde et de l'Afrique est désormais anachronique ou désuète? Il y a une évolution extraordinaire des relations internationales depuis quelques années. La chute du mur de Berlin. Depuis une dizaine d'années, les choses évoluent considérablement. Autrement dit, les Russes peuvent faire faction dans le prix carré français sans que cela ait des conséquences sur la géopolitique mondiale. Les Russes sont là pour leurs intérêts aussi, mais les Russes sont là pour contrebalancer la superpuissance, la super influence des Occidentaux. Et ils l'ont bien commencé par la RCA. L'influence française à la RCA est réduite à la portion congrue actuellement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les Français, tout en faisant tout leur bruit, savent pertinemment que maintenant, que les Russes ont pris pied au Mali, les choses ne seront plus comme avant. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai espoir que la présence des Russes, leur détermination à permettre à l'équipe actuelle de reconquérir l'ensemble du territoire malien est un élément capital. Tous ces gens, en commençant par ces présidents bidons de la CEDEAO, qui réclament les élections à tout prix, est-ce qu'ils ont un minimum de bon sens? Pourtant, vouloir les élections dans un pays partisé, c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Alors, vous tombez dans le piège. Je pense que les militaires, les jeunes militaires qui sont là, ils sont revenus à la leçon de Modibo Keïta. Voilà. Non, je voulais juste faire une précision pour que cela ne passe pas inaperçu. Vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter des qualificatifs ou des adjectifs qualificatifs sur les noms que les chefs d'État que vous utilisez, parce qu'il s'agit quand même des chefs d'État. Encore en fond. Je vous en prie, Grégoire Kamkimon, il s'agit quand même des chefs d'État qui sont en fonction, qui incarnent les institutions dans leurs États, et pour cela, nous devons quand même un minimum de respect et d'égard. On n'a pas besoin d'ajouter ces qualificatifs-là pour que le raisonnement ou l'argumentaire soit plus pertinent. Il fallait justement que je fasse cette précision-là. Voilà. Non, vous allez reprendre la parole. Je voudrais quand même, on va refaire un tour, peut-être le dernier, avant la fin de cette émission. Vous m'avez sauté. Non, il prend rapidement la parole et puis je vous reviens. Et j'ai eu l'impression effectivement qu'il y a... Alors, est-ce que cette junte-là, c'est vrai que je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez développé, mais est-ce que ça suffit, est-ce que la pression populaire, l'enthousiasme du peuple malien, est-ce que cela suffit de donner des gages, des garanties parce que là, le Premier ministre de la transition parle d'une refondation. Je l'ai écouté dans un discours lorsqu'il a parlé aux ambassadeurs. Il leur disait, ce qui importe au Mali aujourd'hui, ce n'est pas forcément une élection qui va permettre de désigner un nouveau chef d'État pour rétablir ce qu'on appelle la légitimité ou la légalité républicaine. Il faut une refondation. Alors cette refondation doit mobiliser non seulement des ressources humaines, mais surtout des ressources matérielles, financières et bien d'autres. Est-ce que le Mali aujourd'hui, par rapport au comportement de la CEDEAO et d'autres bailleurs de fonds internationaux, a les moyens de pouvoir tenir debout? Duval, ce qui est sur la cote de popularité de la junte, c'est-à-dire du Conseil national de transition, que ce soit le président du Conseil, Assimi Goïta, et son premier ministre, Choguel Maïga, leur cote de popularité est largement supérieure de celle du président Macron. On ne vit pas de la cote de popularité. Non, vous avez demandé si la population, avec le soutien de la population, le peuple malien va tenir. Ah d'accord, vous parlez de la popularité sur le territoire malien. Oui, tout à fait. Donc,
Après avoir manifesté dans la rue, Partant- après avoir soutenu le président Goïta, après avoir encouragé et salué la bravoure de Choguel Maïga, le peuple une fois malien, revenu à la maison, il faudra bien le trouver à peuple manger. malien, oui, vous avez suivi un voice qui a circulé, on l'attribue au président Ouattara avec un autre, je crois, un ancien premier ministre malien posant la question, est-ce que les Maliens vont tenir? Il faut les asphyxier, mais non. Je pense que lorsque vous listez l'histoire de l'Empire Mandingue, l'Empire de Gao, les Maliens sont des guerriers dans l'âme. C'est un vieux peuple, avant même que la France n'existe. Sundiata Keita, Soumaré. C'est des guerriers. Si les chefs d'État de la CEDEAO veulent mettre, surtout les pays francophones de la CEDEAO, veulent mettre le peuple malien dos au mur, faites un tour en Côte d'Ivoire. Par exemple, vous allez voir la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui font partie de la main-d'œuvre dans ces pays? Quel est ce problème africain que les Africains eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre au point où la France vient s'immiscer et donne des instructions à la CEDEAO de mettre le Mali à mal? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ou c'est l'amertume de la tournure des événements qui ont amené la France à partir, qui veulent que le peuple malien souffre, ou alors que les militaires rendent le pouvoir aux civils aussitôt? Je pense que non. Les Maliens sont conscients, parce que on assiste là à une deuxième, peut-être même à la véritable indépendance du Mali. Parce que sortir de cette situation, toute seule, ou avec l'aide de certains partenaires étrangers, parce que le docteur Moumbé qui a dit tout à l'heure, et il a très bien dit qu'aujourd'hui, l'aide est multilatérale. Elle ne vient plus forcément de Paris pour les pays africains, parce que nous étions ce qu'ils appelaient les pays de champ. Aujourd'hui, on a la Chine, on a la Russie, la Turquie, très bien, merci, qui peut aider ces pays en retour, certainement aussi des promesses, parce qu'ils ne viennent pas là-bas pour les beaux yeux des Maliens. Et c'est tout le monde vient pour des intérêts. Comme on dit en diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais moi, je suis persuadé que les Maliens sont en train d'écrire une page de l'histoire africaine qui va inspirer d'autres peuples. Et vous allez voir que nous avons 3 régimes militaires en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, que ce soit en Guinée, on n'en parle pas trop. Au Burkina Faso, on n'en parle pas. Pourtant, c'est aussi des colonels qui sont au pouvoir à Ouagadougou. Pourquoi eux, on n'en fait pas un problème? C'est parce qu'il y avait un agenda caché au Mali et sur le Mali qui a foiré, et ça énerve tout le monde à l'Élysée. Donc, moi, je suis certain que, je suis persuadé que les Maliens sont conscients du prix à payer, et d'ici le mois prochain, parce que je pense que la junte a établi un calendrier du déroulement, un chronogramme qui est là. On va aller vers un système militaire apaisé où les civils, de part de leurs compétences techniques, seront intégrés pour la relance de l'économie malienne, pendant que l'armée va continuer, parce qu'ils sont déjà en train de le faire, il faut le reconnaître. C'est la débandade ou non? On a déjà des groupes terroristes qui sont en train de prendre la peau d'estampette de ce côté, parce que la surveillance qu'ils demandaient aérienne avec les Français, les Russes sont en train de leur fournir. Donc ils contrôlent toutes les positions actuellement des mouvements venus, surtout au niveau de la frontière, des 3 frontières de Burkina Faso, le Niger, et puis... donc je pense que les choses vont se calmer de ce côté, et tout va être mis en place pour que cet État-là, unitaire, d'ici 2 ans, soit prêt à aller aux élections. Docteur Moubeke, le Mali tend la main à l'Afrique pour effectivement sortir définitivement de cette crise. Lorsqu'on écoute le Premier ministre Choguel Maïga, il dit le destin de l'Afrique se joue au Mali. C'est une façon d'interpeller les Africains, de leur dire écoutez, nous avons besoin de votre soutien. Plus qu'une interpellation chez Dubaï. Je pense qu'il me souvient que dans un plateau précédent, j'avais précisé ici qu'il ne faut pas lire de manière séparée ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe au Burkina Faso, de ce qui se passe au Nigeria, au nord du Cameroun,
au sud-ouest du Cameroun, en RDC, au Mozambique. C'est-à-dire, tout cela participe de la recolonisation de l'Afrique, mais à travers des mouvements irrédentistes. Le but, c'est quoi? Comme nous sommes déjà, au XXIe siècle, les puissances occidentales ne peuvent plus venir militairement s'imposer et nous mettre à genoux par la force. Il faut donc trouver, à travers ce qu'ils ont appelé le chaos constructif, les moyens de mettre les États africains un genou à terre. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand ils vous mettent un genou à terre, ils viennent donc en sauveur. Puisque en réalité, c'est eux qui arment ces gens. Je vous ai dit que le terrorisme n'existe pas en soi. Le terrorisme, lorsque l'État veut agir de manière officielle, l'État utilise la diplomatie ou alors l'armée. Les États occidentaux brillent par quoi? Par leur armée, par leur diplomatie et par les services secrets. Or, les services secrets, c'est le moyen informel de l'action de l'État. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je vous ai fait un parallélisme avec la Libye. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que même la crise de Boko Haram est liée à la déstabilisation de Kadhafi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils avaient compris que la Libye, c'était le verrou. Si ces conflits sont donc liés et participent de la recolonisation de l'Afrique, je pense que les Africains devaient avoir la conscience historique, c'est-à-dire avoir aussi peur de l'histoire, que l'histoire ne se répète, qu'on ne revienne nous coloniser pour la seconde fois. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Lors de l'installation de Barkhane au Tchad, le général français avait fait un discours, il avait dit ceci. Nous étions ici il y a de cela un siècle. Nous sommes partis il y a de cela 70 ans, nous revenons pour un siècle. Vous comprenez ce que ça signifie? Nous étions ici il y a de cela un siècle. Nous sommes partis il y a 70 ans et nous revenons pour un siècle. C'est pour vous dire qu'il faut avoir peur de l'histoire. Nous assistons à la recolonisation de l'Afrique. La France n'est pas en Afrique pour combattre le terrorisme. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre. Même s'il faut un siècle, il y aura toujours le terrorisme, puisque c'est le terrorisme qui justifie leur présence. Or, c'est eux qui permettent à ces gens de s'installer. C'est pour ça que Kidal, pourquoi ils ont refusé que l'armée malienne aille à Kidal? Parce que Kidal, c'était le sanctuaire où il y avait à la fois le mouvement Touareg, le MNLA, et Ansar-Dine. C'était leur sanctuaire. Or, les Touaregs ne combattent pas le terrorisme. Est-ce que vous avez vu les troupes Touaregs combattre le terrorisme? C'était leur allié pour prendre l'Azawad. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut donc que les Africains comprennent que les mouvements irrédentistes qu'ils ont chez eux, ce n'est pas pour rien que nous retrouvons ici pour disséquer du Mali. Nous ne sommes pas maliens en soi. Nous sommes africains, n'est-ce pas? Mais sauf que ce qui se passe au Mali, c'est la même chose qui se passe aussi au Cameroun. Je vais vous dire... Je vous ai dit qu'il ne faut pas lire ça de manière séparée. C'est la même reconquête de l'Afrique. Mais ce qui est un peu aberrant et regrettable dans tout ça, c'est que lorsque l'Occident vient et met en place une stratégie, ils refont Berlin. C'est-à-dire ils refont les assises de 1884 pour se repartager le continent selon leur zone d'influence. Mais les Africains, au lieu de faire bloc, de faire leur Berlin africain, et de se mettre ensemble, se mettre à jouer le jeu de l'Occident. Et c'est ce que la CEDEAO fait. Et c'est ce que l'UMOA fait. L'UMOA peut même le faire. On peut dire que c'est la France qui a créé l'UMOA pour créer le franc CFA, la monnaie des colonies qui nous ont imposée. N'est-ce pas? L'UMOA peut même le faire, mais la CEDEAO le fait vraiment, c'est regrettable. C'est même illisible d'un point de vue de la perception des enjeux africains de souveraineté. C'est illisible. Bien. Messieurs, on va s'arrêter malheureusement, tenu par les impératifs du temps. Peut-être rapidement un mot, en quelques secondes, docteur Khalil Dassa. Au finish, ce qu'il faut retenir, c'est que le Mali a les moyens de tenir, mais il faudrait que les Africains comprennent qu'il ne s'agit pas seulement du Mali. C'est une question africaine au regard des enjeux actuels. Oui, absolument. Vu sous cet angle, le Mali peut bien tenir. C'est-à-dire que s'il n'est pas lâché, n'est-ce pas, par les Africains. Parce qu'en fait, il faudrait que les Africains comprennent, comme l'ingénieur l'a dit tout à l'heure, que l'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire au Mali. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si ce qui se passe au Mali ne concernait que les Maliens. Donc effectivement, il faudrait qu'on puisse les assister, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Mais il faudrait également, parce que là, on a toujours le sentiment de vouloir opposer le Mali à la France. La France ne représente en somme rien, même si les Africains assistent, n'est-ce pas, le Mali. D'ailleurs, il faudrait surtout que la CEDEAO ou bien ne s'inscrivent pas dans la logique qui lui est dictée. Parce qu'en le faisant, ça contribuerait davantage à asphyxier l'État malien. Biwa Kamkumo, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie, Dival, mais je voudrais achever en disant ceci. Compte tenu de ce que nous avons dit, il apparaît clairement, comme je l'ai souvent dit,
que la France est un poison. Elle a été un poison, elle sera un poison pour l'Afrique. Et quand on dit poison, c'est quelque chose de dangereux et de très dangereux. La seule solution, c'est de faire bouter la France hors d'Afrique, définitivement, pour que nous ayons au moins, pour un temps indéfini, quelque chose qui soit africaine, notre fierté, notre souveraineté, notre honneur. Très bien dit, sauf que j'aurais souhaité que vous puissiez aller plus loin en résumant également ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'antithèse, à savoir que cela n'est possible qu'avec le concours des Africains aussi qui parfois jouent les rabatteurs entre Oui, effectivement, il y a un groupe de Maliens qui, il y a quelques heures, ont déclaré vouloir créer un gouvernement provisoire en exil ou encore en Côte d'Ivoire, avec l'aval de qui? De Ouattara, que vous connaissez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous, Africains, sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Ah bon, c'est de lui que vous parlez tout à l'heure. En soir de l'émission, Serge Henri Kelvey. Oui, en fait, Duval, je voudrais tout simplement faire remarquer pour sortir que le monde revit sa bipolarité, n'est-ce pas? Parce que pendant presque 30 ans, on avait un monde, n'est-ce pas, unilatéral, unipolaire, où les Occidentaux essayaient, n'est-ce pas, de nous orienter vers ce qu'ils appellent leur nouvel ordre mondial, avec le retour, n'est-ce pas, salutaire, et je dirais même triomphal de Moscou sur la scène internationale, et très loin de ses frontières, parce que la Russie, avec une influence au niveau du Caucase et des anciennes républiques, n'est-ce pas, soviétiques, la Russie aujourd'hui met pied à terre en Afrique sur le précaré français. Je pense que tout cela rétablit un certain nombre d'équilibres auxquels nous n'avons pas assisté pendant la guerre en Libye et l'inversion du président Gbagbo du pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc si ça avait été le cas aujourd'hui, parce que l'exemple chez Bachar al-Assad en Syrie est révélateur, parce que les Russes sont entrés dans cette guerre presque 2 ou 3 ans après que les Occidentaux aient commencé à armer les rebelles pour faire partie Bachar al-Assad. Ça veut tout simplement dire que la balance est en train de revenir et la géopolitique mondiale va se redessiner en fonction, n'est-ce pas, de ce qui s'est aussi déclenché en Ukraine il y a quelques jours. Docteur Philémon Mbouké, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je sortirai en disant que nous autres Africains, nous devons avoir peur de ce que l'histoire ne se répète. Et pour qu'on ne revienne pas nous recoloniser, nous devons faire notre belle. C'est-à-dire nous mettre ensemble face à l'adversité et l'Afrique s'en sortira grandie. Et je complète avec cette autre sagesse, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. Exactement. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, docteur Dassa, d'être venu. Merci à vous, Grégoire Kamkimo Timchou, d'être là. Merci également à Serge Henri Kelvey d'être venu. C'est toujours un plaisir. Merci, docteur Philémon Mbouké, et un clin d'œil à nos amis de la Fondation Afrique Avenir. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 le débat. Bonsoir chez vous.